6 juin 1944. L'opération Overlord est un projet colossal. Le débarquement de 150 000 soldats alliés de 10 nationalités différentes sur 5 plages de Normandie. C'est ici que s'est joué le premier acte de la libération de l'Europe. Lorsque les GIs de la première armée débarquent sur les plages, l'état-major allié est persuadé que les Allemands vont se replier sur la Seine et que les forces américaines atteindront rapidement la Bretagne, les bords de Loire et Paris. Il se trompe. Les Américains vont mettre près de 2 mois pour faire 50 km et cette progression va se faire au prix de pertes effroyables. Un GI va mourir pour chaque mètre de terrain conquis. 40 000 hommes tomberont en quelques semaines. Largement éclipsée par le débarquement et la libération de Paris, cette bataille est pourtant un cas d'école sur lequel planchent toujours les élèves officiers de Saint-Cyr. Journaliste et historien, j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé dans le bocage normand en juillet 1944. J'ai mené l'enquête sur les lieux mêmes de l'affrontement. J'ai rencontré les meilleurs spécialistes. L'homme qui était à votre place ne s'extirpait pas de l'habitacle dans le temps imparti. J'ai recueilli des témoignages. Là, c'est ici que se trouvait le char américain. Et collecté des indices. Ce sont des boutons de gros manteaux d'hiver américains. C'est très émouvant ça. C'est impressionnant. Des boutons comme ça, j'en ai jamais vu encore. Des passionnés d'histoire vivante m'ont permis de reconstituer et de tester sur le terrain les techniques et les conditions réelles de combat. En fait, on serait en juillet 44, là, on serait mort. J'ai fait ressurgir le passé et marché dans les traces des combattants. En 1944, la libération de l'Europe s'est jouée au cours d'une bataille trop vite oubliée. Les GIs lui ont trouvé un nom. Pour eux, c'est l'enfer des haies. Il semble que tout a été dit sur le débarquement. Difficile pourtant de ne pas éprouver un léger sentiment d'oppression devant cette immensité. Ce 6 juin 1944, l'objectif des fantassins de la première armée américaine est très clair. Prendre pied sur 2 des 5 plages désignées par l'état-major. Nom de code, Utah et Omaha. À l'aube, la première vague d'assaillants accoste. Les Allemands les attendent de pied ferme. Une fois les rampes abaissées, les soldats parcourent entre 300 et 500 mètres avant de pouvoir se mettre à couvert des mitrailleuses allemandes. Certains se sont noyés dès la sortie des barges. Tout s'est plutôt bien passé à Utah, mais sur Omaha, 4000 soldats ont été tués ou blessés. Pour les survivants, cette plage sera à tout jamais Bloody Omaha, Omaha la sanglante. Si la première journée de débarquement peut être qualifiée de succès, au soir du 6 juin, rien n'est encore acquis. En 24 heures, près de 60 000 hommes de la première armée américaine ont pris pied sur les plages. Mais l'état-major allié n'a qu'une obsession, repousser les Allemands, les empêcher de s'organiser pour contre-attaquer. Sinon, les forces débarquées le 6 juin risquent d'être rejetées à la mer. Il faut donc pénétrer rapidement à l'intérieur des terres, sécuriser les zones conquises pour faciliter l'arrivée des renforts et du ravitaillement. Pour les soldats de la première armée, une course contre la montre commence. Régis Viard connaît bien la bataille de Normandie. Ce passionné d'histoire guide régulièrement des vétérans et leurs familles sur les lieux précis des affrontements. C'est toujours très émouvant pour moi de me retrouver dans un environnement historique qui finalement a assez peu changé en 70 ans. Le public pense au 6 juin, on sait le débarquement de la première armée américaine, mais on sait rarement ce qui s'est passé juste après finalement le passage de ces dunes. Quels sont les objectifs de l'état-major américain? Les objectifs sont pour le 5e corps qui débarque à Omaha de pousser la tête de pont le plus vite possible vers Saint-Lô notamment, pour pouvoir élargir et être hors de portée des canons allemands. Pour le 7e corps, le but c'est de prendre le port de Cherbourg, le port en eau profonde pour pouvoir alimenter la tête de pont. C'est-à-dire pouvoir faire venir le ravitaillement pour les troupes qui avancent. Sauf qu'une fois Cherbourg pris, pour autant le port a été sabordé et il est complètement inutilisable. Ça a quelles conséquences sur la première armée du général Bradley? Quoi qu'il arrive, les Américains doivent pousser à l'intérieur des terres.
Les Anglo-Canadiens sont coincés devant Caen, donc là on considère que le front doit être percé et le plus possible à l'ouest, en secteur américain. Et ils vont donc essayer, les Américains, de rentrer dans les terres. Le but va être d'aller chercher des axes routiers, des axes de pénétration pour aller du nord au sud le plus facilement possible. Un axe routier comme l'Aie du Puy, c'est là où va commencer la bataille le 2 juillet 1944. Ça veut dire qu'après la bataille des plages, il y a une nouvelle bataille qui commence, c'est celle du bocage normand. Et cette bataille, elle commence à l'Aie du Puy. Elle commence à l'Aie du Puy, je vous y emmène. Le commandant de la première armée américaine, le général Omar Bradley, s'est fixé un objectif qui va se révéler particulièrement optimiste. Une fois la presqu'île du Cotentin libérée, il a prévu d'établir ses forces sur un front rectiligne, aligné sur la route Coutances-Saint-Lô. 2 carrefours routiers essentiels pour atteindre la Bretagne, les bords de Loire et Paris. Les soldats américains doivent donc se diriger vers le sud, mais un problème de taille se pose. Certaines parties de bocages et de marais, situées sous le niveau de la mer, sont inondées. Les Allemands ont fait sauter les digues dès le début de la guerre. Ces zones sont infranchissables. L'état-major allemand n'a sous ses ordres que 70 000 hommes, l'équivalent de 6 divisions. C'est 3 fois moins que les Américains. Les généraux du Reich concentrent donc leurs forces sur des points stratégiques. Ils transforment le bocage en souricière. Routes, monts, villages ont été solidement fortifiés. Des chars de combat appuient les fantassins ou servent de point d'appui. Après le choc du débarquement, des soldats d'élite sont arrivés en renfort. Les SS fanatiques de 2 divisions blindées, dont ceux de la terrible Das Reich, les massacreurs de Tulle et d'Oradour-sur-Glane. Et les Fallschirmjäger, les parachutistes de l'armée allemande, dont la tenue aux formes et motifs caractéristiques a été fidèlement reconstituée par des passionnés. Ils portent un casque spécial, le Fallschirmhelm, et une blouse de saut camouflée. Très respectés des Alliés qui les surnomment les Diables Verts, les Fallschirmjäger vont suivre à la lettre leur 6e commandement. Ne vous rendez jamais. Pour vous, la victoire ou la mort. Il n'est point d'autre alternative. C'est une question d'honneur. De son côté, le commandant de la première armée américaine, le général Omar Bradley, dispose d'environ 2200 chars, dont le Sherman M4 destiné à soutenir l'avancée des troupes. Bradley dispose surtout de 12 divisions d'infanterie, plus de 200 000 hommes, dont la tenue de combat typique est, selon les reconstituteurs qui l'attestent sur le terrain, aussi sobre qu'efficace. Chemise et pantalons de couleur moutarde, veste kaki, guêtres et casque M1. Ces combattants peuvent également compter sur un énorme support logistique. Ils sont parfaitement ravitaillés. Pour progresser rapidement vers l'intérieur des terres, les GIs disposent de plus de 20 000 véhicules, parmi lesquels une Jeep devenue la voiture à tout faire de l'armée américaine, la célèbre Jeep Willys, produite à 650 000 exemplaires pendant la Seconde Guerre mondiale et encore visible sur bien des routes d'Europe. La Régis, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Vous avez convoqué un taxi spécial pour notre petit voyage. La voiture est avancée. Une Jeep Willys, la voiture mythique de la Seconde Guerre mondiale. C'est un rêve de gosse qui se réalise, je ne suis jamais monté dedans. Elle a beaucoup servi pendant la bataille des... Malheureusement, elle va être limitée à son rôle de véhicule de liaison. Bon, mais ça va faire l'affaire pour nous quand même. On y va? Allez, c'est parti. Ça va être très bien. Allez, let's go, comme a dit Eisenhower pour lancer l'opération Overlord. On y va. Direction l'Aie du Puy. C'est parti. Pour atteindre Coutances et la Bretagne, la première armée américaine ne peut emprunter que 3 axes. À l'est, vers Saint-Lô, dans le secteur central vers Saint-Denis et Périers, à l'ouest vers l'Essé, en s'emparant d'un nœud routier à l'importance vitale, la Haie du Puy. Ce bourg est entouré de 6 collines. Montgardon, le mont Castres, la Poterie, Sainte-Catherine, le mont Étanclin et le mont de Deauville. Ce que les Américains ignorent, c'est que les Allemands ont établi dans ce secteur une ingénieuse ligne de défense. C'est la ligne Malman. Le 3 juillet 1944 à l'aube, les forces américaines s'élancent vers la Haie du Puy.
L'aspect général du champ de bataille n'a guère changé. Un enchevêtrement de prés, de vergers et de champs, délimité par des traits de verdure plus ou moins denses, les haies. La première impression est assez angoissante. En situation de combat, l'ennemi peut être partout et nulle part. Les hommes de la première armée américaine sont donc confrontés à un environnement qu'ils ne connaissent pas. Le bocage, ces successions de champs, de haies épaisses bouchant l'horizon et de chemins creux, propices aux embuscades meurtrières. Un véritable choc culturel pour les GIs. Régis, vous m'avez parlé du bocage normand. Moi, je découvre, là, ce que je découvre, c'est la jungle. C'est ça, c'est la jungle, la forêt vierge. C'est les qualificatifs qu'ont utilisés les Allemands comme les Américains. Mais pour un soldat du Texas ou de Oklahoma, c'est un paysage neuf complètement. Complètement inconnus. Un sergent américain écrit: Ici, c'est la guerre des haies. Une guerre étrangement restreinte. Les combats se déroulent d'un champ à l'autre, d'une haie à l'autre. On ne sait pas si le champ avoisinant est occupé par un ami ou un ennemi. On parle rarement de l'avancée de quelques kilomètres dans l'espace d'une journée. On dit plutôt, nous avons progressé de 11 champs. Régis, on parle quand même de l'armée américaine. C'est une armée moderne, qui est capable de développer une puissance de feu incroyable. Justement, ici, tout s'arrête. La guerre du bocage, ça va être la fin de la modernisation. L'appui aérien, l'appui des blindés, c'est terminé. Progresser ici, on ne progresse pas avec des Sherman. Pourquoi? Parce que les chars ne peuvent pas passer dans les chemins creux, c'est ça? C'est ça. L'aviation peut à peine survoler ça, et en plus, il pleut. C'est ça, le temps est exécrable en fait. Le temps c'est est ça exécrable. Pendant tout le mois de juillet. Exactement. Donc le support d'artillerie, qui habituellement se fait par avion, est juste impossible. L'armée américaine est comme aveugle. Les Allemands, bon, étaient sur Cherbourg, mais est-ce qu'ils sont ici en Normandie, là où nous nous trouvons tout autour Pendant de la les combats de Yvelines? Cherbourg, justement, d'autres troupes allemandes viennent ici en renfort, s'appuient sur le terrain, et en plus, ils sont devenus vraiment experts en termes de défensive et de camouflage. Regardez. En fait, on serait en juillet 44, là, on serait mort. On passe vraiment d'une guerre moderne avec des moyens à une guerre de fantassins, une guerre d'infanterie. Guerre d'infanterie classique, où le chef de section doit progresser à travers ses chemins, où il ne voit rien, il ne peut pas manœuvrer. Donc impossible d'appliquer une tactique militaire normale. Impossible. Fidèles à leur stratégie habituelle, les Américains ont lancé un assaut frontal sur la haie du Puy. Mauvais choix, car les Allemands ont su tirer parti de leur expérience sur le front russe. Ils sont devenus maîtres dans l'art de profiter du terrain pour s'y retrancher. En Normandie, ils ont fortifié les axes de passage de l'armée américaine. Rien n'a été laissé au hasard. Les GIs vont s'engouffrer tête baissée dans les innombrables pièges qui leur ont été tendus. Le système de défense allemand est très élaboré. La première haie dissimule quelques défenseurs munis de fusils et d'armes automatiques. À chaque angle, des mitrailleuses lourdes, comme la terrible MG42, prennent l'assaillant sous leur feu croisé. Derrière la seconde haie se trouvent les mortiers, dont les tirs en cloche réglés à l'avance se révèlent particulièrement meurtriers. Les autres haies peuvent dissimuler une pièce d'artillerie, voire quelques tanks, comme le Panzer IV, produit à 9000 exemplaires et qui va se révéler être un redoutable chasseur de chars. Des snipers cachés dans les arbres complètent ce système de défense. Les fossés d'écoulement sont transformés en tranchées invulnérables à l'artillerie, reliées entre elles par d'étroits boyaux. Lorsqu'ils retraitent, les Allemands se retranchent dans le champ suivant qui sera défendu de la même façon.
il suffit de quelques hommes pour tenir tête à tout un bataillon. L'état-major américain avait misé sur l'appui aérien pour bombarder les positions allemandes. Mais il y a un problème, et il est de taille. En cet été 44, le temps est pourri. Les avions ne peuvent pas décoller. Les petits appareils destinés à renseigner l'artillerie, les Piper Cub, sont également cloués au sol. Et ceux qui parviennent à prendre l'air sont souvent victimes des tirs ennemis. L'artillerie est aveugle, et dans ce paysage, elle ne peut aider efficacement la progression des troupes au sol. Alors, les stratèges américains comptent notamment sur leurs blindés pour écraser les défenses ennemies, et notamment sur un char produit en série à 50 000 exemplaires, le char Sherman M4, le cheval de bataille des armées alliées. Mais les Allemands ont tout prévu. Autour de la haie du puits, certains champs sont de véritables pièges, comme sur Montgardon, surnommé Bloody Hill, la colline sanglante. Ici, Régis, à Montgardon, on est vraiment au cœur de la bataille. Alors ici, on est effectivement à Montgardon, sur le haut de la crête, sur la ligne de défense. Et donc là, je vais vous présenter un champ où un système défensif allemand, des fortifications notamment, étaient installés. Il y a le propriétaire, c'est ça? Le propriétaire, donc Joël, est exploitant du champ à Montgardon. Bonjour Joël, Serge. Bonjour. Bonjour Joël. Régis me dit qu'ici, on est au cœur de la bataille qui a eu lieu tout autour de la haie du puits. Et il me dit que les champs étaient fortifiés. Mais moi, ce que je vois ici, c'est juste un champ. En fait, je ne vois pas du tout les fortifications. Vous savez où se trouvent les systèmes de fortification dans le champ? Oui, oui, Et vous pouvez nous montrer ça? sans problème. Allez, on y va, c'est parti. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on voit une haie, mais on voit pas de ligne de défense particulièrement, quoi. C'est ça, là-bas? Une partie ici, ça devait être un dépôt de munitions. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est le toit du bunker, en fait. C'est ça? C'est le toit d'un petit abri. D'accord. Petit abri où Ah ouais, d'accord. Mais là, ça rentre, en fait. on peut entrer dedans sans Ah ouais. souci. Hein. Vous avez une lampe, Régis? Super. Ah, c'est génial. C'est génial. Vous en avez vu beaucoup des comme ça? Et non, parce qu'habituellement, on voit plutôt des abris en rondins, des abris faits avec des fagots de bois, des traverses de chemin de fer. C'est bien bétonné. Le béton, c'est quand même assez rare sur des lignes de défense dans ce secteur. J'y vais. Impressionnant, hein? Depuis 70 ans, plus rien. Ah, il est conduit d'aération. La même chose de l'autre côté. Et là, ouais, il y en a un autre là, ouais. Exact. Ouais. Et c'est rempli d'acier en fait. Une douille allemande. C'est de 90 mesures. Un petit peu de tout, quoi. Allez. On va remonter? On va remonter. En fait, votre pré est complètement creux. C'est du gruyère. Je suppose qu'en 44, c'était un gruyère. Hein. Ouais. Et là, il y avait quoi? Il y avait une sorte de tranchée, c'est ça? Il devait y avoir une tranchée tout du long parce qu'on retrouve énormément de piquets métalliques, D'accord. tire-bouchons, Mhm. avec du gros barbelé, avec un picot. tous Et les ça centimètres. continue là-bas? La tranchée continuait tout du long du talus. Et il y a un autre système de blocos là-bas? Il y avait un abri pour recevoir un canon. D'accord. Donc là, il y a une zone avec un canon, comme nous dit Joël. Ici, un abri dans lequel on est rentré. Mais l'autre angle n'était pas protégé. Si justement ici, c'est la particularité de ce champ, c'est que il y a un Panzer IV, donc un char allemand qui a justement profité d'un abreuvoir qui était encaissé, qui s'est acculé dans l'abreuvoir. Vous étiez au courant de ça, Joël, Ah oui, du oui. Panzer? Ah oui, oui. Et vous pouvez nous montrer l'endroit où il se trouvait? Ah oui. C'est incroyable, Régis. J'ai l'impression que les Allemands étaient parvenus à se fondre véritablement dans le paysage, quoi. C'est exactement le principe de leur défense. En fait, ils s'appuient sur les lignes naturelles, donc les haies, tous les talus,
Et ils ont tendance à équiper les angles des champs, comme ici, avec des Panzer IV. Le char est arrivé par l'entrée du champ qui était existante ici à l'époque. Le point d'eau était là, il s'est acculé dans le point d'eau. Il était camouflé ici en fait. Camouflé ici, pour pouvoir tirer dans cette direction. D'accord. Sur la ligne de crête ici, qu'on devine bien. Mhm. Là, il y avait un Sherman, il l'a dégommé. Là, c'est ici que se trouvait le char américain. Voilà, à cet endroit précis, on voit que l'herbe est restée jaune. À côté, elle est un petit peu plus verte. Hein, si on n'était pas en période de sécheresse, ce serait bien vert tout autour. Et ici, ça serait resté tout jaune. En fait, plus rien n'a poussé ici. Plus quoi. rien ne pousse depuis 70 ans, rien n'a repoussé ici. C'est parce que le sol est stérilisé, il y a des choses encore dedans? Voilà, il nous suffit que de creuser un peu pour trouver de la ferraille fondue. Ah oui, Ah oui, oui, oui. ici là. Oh oui. Donnez un coup de pioche et... Ici, là, on peut donner un coup de pioche. Ouais, effectivement, il y a de l'acier partout. Des morceaux d'éclat. Voilà, Voilà, un morceau de Sherman. voilà, C'est incroyable. voilà, encore des morceaux de... Des éclats. En fait, dans votre terre, là, il y a plus d'acier que de terre, quoi. c'est presque ça. Donc en fait, le Sherman est rentré dans le champ ici, et les Allemands étaient si bien camouflés, et notamment ce Panzer là, qu'ils n'ont laissé aucune chance à l'équipage du Sherman qui était là. C'est ça, aucune chance. Il était là et il est resté là. Il est resté là, et 70 ans après, le terrain est encore marqué. Le drame de Montgardon n'est pas un cas isolé. En Normandie, les Alliés perdent des centaines de chars et leur équipage. Les statistiques sont implacables. Il faut jusqu'à 5 chars Sherman pour mettre au tapis un seul blindé allemand. Mais comment expliquer qu'une masse d'acier de plus de 32 tonnes semble aussi vulnérable? Il me fallait en savoir plus sur l'un des chars les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, le Sherman M4. Membre de l'association Les Roues de la Libération, dans laquelle il reconstitue un fantassin américain, Joris Fareux est également un fou de blindés. Il les étudie, les décortique et a même appris à les manœuvrer. Le Sherman n'a aucun secret pour lui. On est là depuis 5 minutes à peine, et moi je suis déjà en nage, je sais pas vous. Tout à fait. Là, on est juste derrière le moteur. Et donc, le moteur nous transmet toute sa chaleur. Et encore, là, on a toutes les trappes ouvertes pour ventiler. Donc, Quand c'était fermé, ça devait être juste l'enfer. tout à fait. Et le canon, en plus, donnait encore plus de chaleur. Les douilles, quand elles étaient éjectées, remplissent l'espace de combat avec de la fumée corrosive, presque du gaz lacrymogène pour l'équipage. Mais est-ce que ce Sherman, c'est un bon char finalement, ou c'est un mauvais char? Eh bien, c'est un char de production de série. C'est-à-dire que les Américains, au lieu de privilégier la qualité, ont privilégié la quantité. Ils vont en faire des masses et des masses Et de voilà. chars qu'ils vont produire pour les envoyer sur le Tout front. à fait, ils ont fait un modèle standard qui est moyen en tout, mais qui va pouvoir être utilisé dans la plupart des situations. Et c'est quoi la faiblesse finalement du Sherman dans le bocage normand? Je viens là de Montgardon et j'ai vu qu'il y a des chars qui ont pris feu comme si c'était des boîtes d'allumettes. Et je parie qu'il y avait une haie non loin de ce char. Il y avait une haie pas très loin, ouais. Effectivement, c'est un problème que les Américains ont rencontré dans le bocage normand. Ils devaient passer toutes ces haies très denses. Ouais, c'est dur comme du béton en fait. Voilà, et le char était le seul à pouvoir ouvrir des brèches à travers, et donc il se dressait et il présentait le dessous du char, qui est la partie la plus fine du char, la moins protégée. Donc les parachutistes allemands se cachaient quelques mètres derrière les haies et envoyaient un coup de lance-roquette juste sous le char. Ils étaient sûrs de le détruire à 100%. Edwin Schmiger, jeune Fallschirmjäger de la 3e division parachutiste, témoigne. Dès que nous entendions le bruit d'un moteur ou le cliquetis des chenilles d'un char, nous sortions de nos trous et nous nous approchions pour le détruire. C'était tellement facile que dans l'insouciance de notre jeunesse, nous nous disputions pour être celui qui tirerait. Mais ce char-là, c'est un blindé quand même. Comment se fait-il qu'il s'enflammait comme ça au point de laisser sur place des traces qui aujourd'hui encore, 70 ans après, sont visibles sur le sol? Eh bien parce que le char emmène avec lui des centaines de litres de carburant à l'arrière
Il a l'huile du moteur, l'huile hydraulique qui va servir à manœuvrer la tourelle et la pièce, plus toutes les munitions stockées. Donc quand un projectile va réussir à perforer le blindage, la chaleur va embraser l'ensemble. On dit en règle générale qu'un équipage de Sherman a moins d'une dizaine de secondes pour évacuer le char. Mais 10 secondes, c'est quasiment rien. Personne ne pouvait sortir d'ici. Et surtout, l'homme qui était à votre place, le chargeur, qui devait évacuer, et vous voyez, pour 3 personnes dans la tourelle, il y a une seule trappe. Donc celui-là, en règle générale, s'extirpait pas de l'habitacle dans le temps imparti. Donc en fait, les Allemands s'en donnaient à cœur joie de tirer sur ces chars, sur ces chars Sherman. Effectivement, il leur donnait quand même un petit surnom. Ils l'appelaient la cocotte minute. Ils appelaient la cocotte minute les chars Sherman. Et effectivement, parce que l'équipage souvent périssait brûlé dans leur char. Pour détruire les Sherman américains, les Allemands disposent de 2 armes à l'efficacité redoutable. Le Panzerfaust, le point blindé, dont la charge creuse pouvait à 60 mètres percer un blindage de 200 mm. Et le Panzerschreck, la terreur du char. Mes longues études d'histoire ne m'avaient pas préparé à ça, car faire feu sur un char est une expérience quelque peu déconcertante. L'impression de devoir dégommer un éléphant avec un lance-pierre. Eh les gars, il faudrait pas y aller là? En Normandie, l'ordre donné aux soldats allemands est clair, il faut éviter de gaspiller les munitions. Alors, ils ne tirent que s'ils sont sûrs de faire mouche. Leurs armes anti-chars sont utilisées de très, très près. Fire! Le bourg de la Haie-du-Puy est libéré le 9 juillet 1944. Il est presque entièrement détruit. 3000 soldats américains sont tombés pour s'emparer de Montgardon. Une compagnie de parachutistes de la 82e Airborne ne compte plus que 12 hommes sur un effectif théorique de 127. Au total, les Américains ont perdu 10 000 hommes pour conquérir 10 petits kilomètres. Le général Bradley n'a pas de quoi pavoiser. L'offensive lancée début juillet prévoyait d'atteindre Coutances et la Bretagne en empruntant 3 axes. À l'est vers Saint-Lô, dans le secteur central vers les villes de Saint-Denis et Périers, à l'ouest vers l'Essé, en s'emparant de la Haie-du-Puy. L'offensive américaine est parvenue à faire sauter le verrou de la Haie-du-Puy, mais Coutances est encore à plus de 20 km. Pire encore, les Allemands ont eu le temps de se retrancher derrière d'autres lignes de défense. Les GIs vont encore avoir bien des haies à prendre d'assaut. Ces haies qu'ils maudissent à longueur de journée et que les chars ont tant de mal à franchir. Là, on est dans l'environnement typique du bocage normand. Ah, typique, c'est la haie absolument ancestrale, millénaire. Elles sont vraiment très vieilles, ces haies. Elles sont très vieilles. En 44, elles ont à chaque fois au moins plusieurs centaines d'années. D'accord, on sent bien en fait que c'est très solide. Les talus, c'est quasiment du béton, les racines sont dedans en fait. C'est ça, les talus n'ont pas changé, ils étaient déjà comme ça à l'époque. Et les Normands les utilisaient pour le bois de chauffage? Essentiellement pour protéger les cultures, mais effectivement pour bois de chauffage aussi. Ça a l'air d'être complètement inextricable. C'est vrai que traverser la haie, déjà, c'est une aventure en soi. Mais moi, c'est une aventure qui me tente pas mal en fait. J'aime bien quand l'histoire est un petit peu vivante. Je vais essayer de traverser. Bah écoutez, faites-le, moi je vous attends de l'autre côté. Ok, ça marche. Ah là, c'est super dense. Je me pique. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Inextricable. Mais je crois que j'ai réussi, Régis, à m'en sortir. Oui, mais là, je crois que vous êtes mort. Ne me dites pas que l'état-major américain n'avait pas prévu ce genre de configuration de terrain. Pourtant, c'est ce qui se passe. Avec les ressources qu'ils ont mises sur le débarquement, les Alliés pensent que les Allemands vont se replier à la Seine. Et en fait, l'ordre des Allemands venant d'Hitler, c'est de défendre chaque pouce de terrain. Jusqu'au dernier mort. Jusqu'au dernier mort. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les haies empêchent les Américains d'avancer. On est en plein dedans, c'est la dure bataille de la Haie-du-Puy, c'est des durs combats, ça dure une semaine.
Ils perdent 3000 hommes par division d'infanterie. Mais dans le secteur central, il y a aussi une offensive entre Carentan et Saint-Lô. Elle commence en même temps. Et ça se passe de la même manière qu'ici? Je vais vous emmener, je vais vous faire voir quelque chose. L'autre offensive lancée sur le secteur central en même temps que celle de la haie du Puy a un objectif principal, la route reliant Perrier à Saint-Lô. Partant de Carentan, 2 divisions américaines doivent s'emparer de Perrier en passant par une étroite bande de terre coincée entre 2 marais. En son centre, un verrou, le village de Saint-Denis. Plus à l'est, les forces américaines franchissent le canal Viretote et foncent en direction du sud. Pour comprendre dans quel paysage s'est déroulée cette offensive, il fallait prendre un peu d'altitude. Génial. J'ai l'impression d'être dans la série mythique Les Têtes Brûlées, la série des années 70. Mais ça, c'est pas Papy Boyington. Ça, c'est pas Papy Boyington, c'est Patrick Néran, le directeur du Normandie Tank Museum. Enchanté. Enchanté Patrick, également. c'est un vrai Bonjour. plaisir. Bonjour. C'est Bonjour. vous qui allez être mon pilote et ça, c'est pas un corsaire. Ça, c'est pas un Corsair, ça, c'est un Piper Cub, l'avion mouchard de l'artillerie américaine. Et donc, avec ça, Serge, je crois que vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé aussi difficilement aussi en face de Saint-Lô et de Saint-Denis. Bon, c'est un petit avion, mais bon, je demande à vivre cette aventure-là. Pas de problème. Allez, c'est On y parti. va. Ça bouge beaucoup ou pas? Non, non, non. Bon vol. Aujourd'hui, le temps est calme. Merci beaucoup, Régis. Plusieurs aérodromes ont été construits par les Américains en Normandie pour accueillir des unités de chasseurs. D'autres, plus modestes, étaient réservés aux avions d'observation comme ce Piper Cub, capable de décoller et d'atterrir sur 100 mètres à peine. Le but, être au plus près des unités combattantes et les renseigner le mieux possible, leur donner un peu de lumière dans cette nuit perpétuelle qu'est la guerre des haies. L'observation aérienne du champ de bataille vaut mieux que 1000 explications. Impossible de ne pas remarquer les trous d'obus comme autant de cicatrices indélébiles. Et puis bien vite, je note l'essentiel. Dans le secteur central, comme autour de la haie du Puy, c'est le grand quadrillage des haies qui s'impose au regard. Ici aussi, autour de Saint-Denis, l'horizon du GI s'arrête à quelques dizaines de mètres de lui. Comment les sections de combats américaines pouvaient-elles progresser dans un tel labyrinthe? Il me fallait plonger au cœur du champ de bataille, au milieu de toutes ces haies, pour trouver la réponse. Kevin Lemony n'est pas qu'un passionné d'histoire vivante. Ancien sous-officier de l'armée française, il s'est plongé dans les techniques de combat de l'infanterie américaine. J'aimerais comprendre, Kevin, sans soutien de l'artillerie et de l'aviation, à cause du temps qui est exécrable, comment une section d'infanterie de l'armée américaine avance dans le bocage normand. Par exemple, si on se met là, vous avez des Allemands en face qui tiennent une ligne de haies. Comment vous feriez avancer votre section de fantassins? Tout simplement, le chef de section va exercer une protection avec sa mitrailleuse de calibre 30, avec ce mouvement naturel du terrain, pour appuyer la future progression. Ensuite, il va placer son élément d'un mortier de 60 mm pour faire le maximum de blessés en face dans les zones ennemies. En fait, les Allemands restent à couvert pendant que la section progresse. Tout à fait, voilà. Donc, une fois que le mortier va être placé, ils vont faire progresser les riflemen, donc les éclaireurs, dans le mouvement de terrain, qui vont aller reconnaître l'ennemi. Ils vont suivre le côté du champ, c'est ça? Le côté du champ. Ils vont suivre le terrain, c'est le terrain qui commande. Donc ils vont descendre sur la lisière, progresser sur le mouvement de terrain, un cours d'eau, un talus, aller jusqu'au plus près pour se renseigner de l'ennemi, savoir combien ils sont, la quantité, les munitions, et puis ensuite retourner l'information à son chef de section qui enchaînera sur une prochaine progression tactique. D'accord. C'est une guerre qui est finalement assez primitive, c'est presque du cache-cache. C'est du cache-cache, c'est bout de terrain par bout de terrain, c'est une haie par une autre haie. On progresse de haie en haie en fait et pas au nombre de kilomètres parcourus. Malheureusement, c'est ça. Le bocage normand ne laisse aucune place aux assauts à la baïonnette et aux charges de blindés. En fait,
Les GIs ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Dans ce paysage, la coordination entre les chars et l'infanterie s'avère difficile, voire impossible. Lorsqu'ils le peuvent, les hommes progressent au plus près des Sherman, en frappant de la crosse de leur fusil sur le blindage pour indiquer la direction de l'ennemi. Si les tanks se risquent à travers champs sans soutien, ils deviennent des cibles faciles, glissent sur les terrains trop humides. Les pertes sont effroyables. L'offensive américaine lancée le 4 juillet dans le secteur central peine à atteindre son objectif. Le point stratégique de Saint-Denis est tombé le 10 juillet. Le 14 juillet, les villages de Tribehou et Auxey sont libérés. Mais une semaine plus tard, les Américains sont toujours bloqués à Marchessieux. Les forces américaines ont également progressé vers le désert, les champs de Losc et Pont-Hébert. Mais les GI sont bloqués pendant 5 jours par des éléments des 2e et 17e SS, bientôt rejoints par une division de blindés allemands, la Panzerlehr. Les Allemands se payent même le luxe de contre-attaquer. La difficulté à progresser dans le bocage n'explique pas tout de l'échec de la première armée dans le secteur central. En fait, les Américains ont laissé passer leur chance de percer le front allemand. Ils sont parvenus à se glisser dans une faille de la ligne ennemie, mais l'état-major a commis une erreur. Il a précipité une centaine de chars de la 3e division blindée US dans cette trouée. Ces chars ont saturé les petits chemins. L'embouteillage a stoppé net la progression. Ça n'était fini des espoirs de déboucher rapidement au-delà de la route reliant Perrier à Saint-Lô. Après 15 jours de lutte acharnée, les forces américaines n'ont avancé que de quelques petits kilomètres. Depuis le début du mois de juillet, tous les jours, 400 GIs trouvent la mort dans le bocage normand. Les deux camps sont épuisés. Ernie Pyle, le plus populaire des correspondants de guerre américains, écrit « Les soldats qui m'entouraient avaient des barbes de 2 semaines. Leurs uniformes étaient usés et sales. C'étaient les mêmes vêtements imprégnés d'odeur d'essence dans lesquels ils avaient débarqué. Ils étaient fatigués. Ils s'étaient battus et avaient marché constamment depuis près de 3 semaines, couchés à la dure, mouillés le plus souvent, toujours dans un état de tension, mangeant des rations froides, voyant mourir leurs amis. » Comment expliquer la passion des reconstituteurs pour un événement aussi douloureux? Kevin, je vous ai vu cet après-midi là sur le terrain. Moi, je suis assez fasciné, comme un grand enfant en fait. À vous, qu'est-ce qui vous motive véritablement? Nous, essentiellement, on ne joue pas à recréer une guerre, essentiellement de rendre hommage à tous ces jeunes gens tombés sur le sol français alors qu'ils venaient d'une contrée différente. Donc voilà, c'est essentiellement ça, rendre hommage sur des scènes reconstituées dans les moindres détails. Oui, Serge, un quart de 1918. Ouais, c'est très émouvant de pouvoir voir là-dedans, effectivement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une démarche scientifique? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations d'être au plus près de la réalité historique? Tout à fait. C'est le moindre détail est très important dans notre milieu. Et entre autres, c'est la base de photos, la base de vidéos pour reconstituer une compagnie de combat avec le bon équipement, à la bonne période et pour la bonne unité. Et sur les conditions de vie, est-ce que le fait de dormir sur le terrain, ça vous rapproche un petit peu des témoignages qui ont été écrits? Tout à fait, les témoignages sont très importants pour nous. Et à côté de ça, on peut voir vraiment la vie du soldat en dehors des lignes, ce qu'il pouvait ressentir quand il était en dehors du front, le stress de savoir s'il n'allait pas se faire tuer le lendemain, savoir ce qu'il allait manger le soir même, savoir où il allait dormir. Nous, on a de la chance, on peut dormir en étoile de tente. Eux, c'était très souvent au contraire, dans des foxholes, dans des trous de combat, où ils passaient leur nuit entière sous un ciel étoilé ou sous une pluie battante. Voilà. Ouais. Et ça doit être des conditions particulièrement difficiles. Complètement. Ouais. La peur du lendemain. Je pense que je vais rester avec vous là pour dormir. Là. Ouais, votre trou est creusé. Il vous attend. Bon. En tout cas, merci pour l'invitation, parce que c'est un vrai plaisir, quoi. Cela fait une journée que je suis ici à courir d'un point à un autre du bocage et malgré ma fatigue, j'imagine bien qu'elle n'est rien par rapport à celle des combattants de 1944.
Les images se bousculent dans ma tête. Le soldat américain devait se sentir bien loin de son foyer, même si, de temps en temps, l'intendance conduisait jusqu'à lui un véhicule spécial, équipé de haut-parleurs raccordés à un bon vieux tourne-disque. Malgré ces attentions, je peux vous assurer que les GIs dorment peu et mal sur le front des haies. Bonjour Serge, Tu vas bien? ça va et vous? Ouais, ça va. La nuit ça a été? Ouais, super. Ça va bien. Pas trop froid? J'ai connu mieux, mais bon. D'accord. Passionné par le deuxième conflit mondial, Philippe Charbonnier s'est plus particulièrement spécialisé dans l'étude de l'armée américaine. Salut Serge. Bonjour Philippe. Ça va? Bien? Ouais, très bien. Dormi un peu? Bah, le foxhole, c'est une dure expérience quand même. Ouais, c'est Mais pas bon. évident. Ouais. Une nuit, je savais que j'allais être fatigué, mais comment les soldats américains pouvaient faire pour enchaîner des nuits les unes derrière les autres comme ça sur Ouais, des surtout semaines, qu'elles sont très très courtes. avec parce les qu'ils périodes de ont- combat. Ils ont plein de choses à faire. Ouais. Et puis la nuit, les Allemands les laissent jamais tranquilles, donc c'est très difficile de trouver le sommeil. Même avec l'épuisement, le sommeil est rarement réparateur. Quelles sont les préoccupations premières de ces combattants, de ces fantassins qui se retrouvent un petit peu esselés dans le bocage normand quand ils arrivent justement au pied de ces haies là? Bah, le terrain est un peu particulier. C'est vrai qu'ils ont tendance à se trouver enfermés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce paysage. Normalement, une fois que la position est conquise, ils s'installent du mieux qu'ils peuvent. Immédiatement, ils doivent creuser un trou pour se protéger de l'observation aérienne et puis de l'artillerie ennemie en particulier, de s'aménager une position de combat pour se défendre. En fait, la pelle bêche est presque aussi importante ici que l'arme à feu. Absolument. Le soldat américain a beaucoup tendance à se débarrasser du matériel qui le surcharge parce qu'il a l'habitude de voyager léger, mais il garde toujours évidemment son arme et son outil individuel qui est indispensable à sa survie. Mais bon, les conditions de combat sont très très dures. J'ai entendu parler de battle fatigue, c'est-à-dire une sorte de stress post-traumatique, C'est un c'est ça? épuisement, oui, c'est un épuisement physique et nerveux qui arrive au bout d'une dizaine de jours. Si le soldat a eu la chance de survivre, il peut être terrassé en effet par cet épuisement psychique. Ouais. Est-ce que les soldats américains sont bien équipés finalement par rapport à leurs adversaires, les Allemands, dont on sait que ils sont bien camouflés, ils connaissent bien le terrain, ils sont là depuis quelques années, donc... Ça dépend dans quel domaine, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun problème. Il y a une logistique colossale qui suit derrière, et dans certains domaines, les Américains ont une supériorité technique. Ils sont en guerre depuis déjà 3 ans, et il y a une partie énorme du budget de la défense qui passe dans la recherche. Donc, dans les domaines des transmissions et de l'artillerie, par exemple, les Américains ont une supériorité qui est écrasante, c'est vrai, au niveau du combat d'infanterie. Ouais. Ma découverte de la bataille des haies s'achève aujourd'hui. En fait, je dois aller à Saint-Lô. Ah, la capitale des ruines. Ouais, Très exactement. intéressant. Par contre, je veux bien que tu me montres le chemin parce que Il n'y a pas de problème. je suis encore perdu dans le bocage normand. Je vais te confier à mon ami Yannick, qui connaît très très bien le champ de bataille. Il aura plein de choses à te raconter. Super. Bloqué devant l'essai après s'être emparé de la haie du puits et coincé dans le secteur central, les Américains n'ont plus qu'un objectif, faire tomber Saint-Lô. Le 11 juillet 1944, le général Omar Bradley, chef de la première armée américaine, lance l'offensive. Mais comment s'emparer d'une ville qui résiste à tous les assauts depuis plus d'1 mois? En se promenant dans les environs de Saint-Lô, on comprend vite qu'ici aussi, haies et chemins creux sont toujours au menu des GIs. Mais les soldats américains en ont assez de perdre des chars et des camarades en tentant de passer ces foutus obstacles. Depuis la fin du mois de juin, ils cherchent des solutions. Le 19 juin, le lieutenant-colonel Disney de la 2e division blindée avait même expédié au quartier général un rapport classé confidentiel. En 2 pages et 2 croquis,
il expliquait comment les chars équipés d'une lame de bulldozer, les tank dozers, devaient s'y prendre pour franchir les différents types de haies. Malheureusement, ces engins de terrassement ne sont pas assez nombreux. Les soldats américains ont calculé, pour avancer d'1,5 km dans ce paysage, il faut franchir 34 haies. Les initiatives pour renforcer les chars se multiplient. Mais c'est un tankiste de la 2e division blindée américaine qui va rentrer dans l'histoire. Son idée est si géniale qu'en janvier 1961, le général Eisenhower, alors président des États-Unis, lui rend un vibrant hommage. Il y avait un petit sergent, son nom était Cullin, et il avait une idée. Et cette idée était que nous pouvions accrocher des grandes et grosses lames d'acier sur le devant de ces chars. Et en avançant, il trancherait tous ces talus au niveau du sol. Il les traverserait à hauteur des lames, les emporterait sur eux un petit moment comme un camouflage. Alors quelqu'un posa la grande question, où allez-vous trouver l'acier pour tout cela? Heureusement, les Allemands avaient essayé de nous empêcher d'accéder aux plages avec de grands chevaux de frise en acier et de grandes croix. Il y avait tout un tas de ces grosses barres d'acier sur les plages où les Allemands les avaient laissées. Alors il les prit, les façonna, et cela marcha bien. Le plus joyeux groupe, je suppose, de toutes les armées alliées était celui qui savait que ce truc fonctionnait, et il fonctionnait magnifiquement. À la mi-juillet 1944, le général Bradley validera le dispositif et demandera qu'un maximum de chars en soient équipés. À la fin du mois de juillet, 3 chars sur 5 seront munis de ce fameux coupe-haie, le Edge Cutter. Les soldats américains trouvent aussitôt un surnom à ces blindés à la silhouette cornue. Ce sont les chars Rhino. Là, on voit bien effectivement que la haie, qui d'habitude est impénétrable, a été trouée complètement, quoi. Ah ouais, la trace est bien visible ici. On voit que le talus au départ n'est pas très haut et on redevine bien l'espace que le char a détruit. Ça veut dire que c'était vraiment une zone de combat. On est dans une zone de combat, une première ligne. Les chars tentent de passer. Les Allemands soit ont déjà été tués, soit continuent à se battre, soit se protègent, et soit attendent le tank en fait pour le prendre par derrière une fois qu'il est passé. Les Américains arrivent quand même avec de l'infanterie. L'infanterie suit les chars normalement. Et ici, de chaque côté du talus, vous avez encore des objets qui témoignent des combats, des douilles américaines. Et ça, c'est votre petit plaisir à vous, c'est-à-dire que dans un champ comme ça, on peut trouver encore des choses. Ah bah dans un champ comme ça, il suffit de marcher dans les labours en général. Une zone qui a été une zone de combat laisse beaucoup de détritus. Bon, moi j'aime bien. On va se faire une petite prospect. Ah ouais, on fait un concours. Allez. Celui qui en trouve le plus, c'est ça? Ouais. Oh mais ça c'est Yannick. Je crois que j'ai trouvé des boutons. Ouais. Tiens, encore un autre ici. Tiens. Exact. C'est très émouvant. C'est impressionnant parce qu'en plus c'est des vestiges de choses qu'on n'est pas censé trouver sur le terrain. Parce que c'est des boutons de grosses vareuses d'hiver, de D'accord. gros manteaux d'hiver américains. On voit bien l'aigle américain, c'est ça? Ouais. Et là, une douille de plus. C'est vraiment... Ouais. C'est la pêche au trésor là. C'est plus impressionnant le bouton que la douille. Forcément, puisque les douilles on en trouve beaucoup, des boutons comme ça j'en ai jamais vu encore et autant. Ça veut dire qu'il y a une vareuse qui est restée ici. Ouais, puis c'est sympa comme petite découverte. Il y en a une petite là. Ah, ça a tiré, c'est toi qui les trouves. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est la chance du débutant. C'est bien, oui, c'est ça. Je viens pas en Normandie tout le temps non plus. Hein. On peut trouver plus gros de temps en temps ou. Ouais, il nous est arrivé de trouver des casques dans des entrées de champs comme ça. On trouve. C'est ça que vous vouliez me montrer. D'accord. Ben, on va aller voir ces pièces-là. D'accord. Je vais passer devant pour faire la route quand même parce que là, je commence à être habitué aux ronces normands là qui piquent. Ah, puis moi, n'oublie pas que j'ai mon short. Ouais, voilà, exactement. Donc là, en fait, il n'y a que le carton qui n'est pas d'origine. Si, même le carton est d'origine. C'est un carton qui a été fabriqué en mars 43. Là, Yannick, c'est plus de la passion, ni de la collection, c'est de la rage. Les objets parlent aussi parfois, plus que des photos. Alors, qu'est-ce que vous avez J'ai apporté ici quelques objets qui sont bien représentatifs de la bataille des haies. Alors ça, c'est une curiosité parce que c'est ce qui reste d'un quart de gourde américain. Pour moi, c'est un morceau de fer blanc. Exactement. Et j'ai gratté. En fait, le culot du Le quart. gars porte le nom d'un soldat, son matricule.
Et son état d'origine s'appelait Francis B. Cox. B. Cox, et il venait de West Virginia, c'est ça? Ouais. Donc lui, c'est un soldat de la compagnie B du 175e régiment qui a été blessé sur la côte 108 à Villers-Fossard, qui sera plus tard de nouveau blessé à Brest. Donc voilà, ce car est... Et c'est lui qui l'avait gravé il y a 70 ans. C'est lui qui l'avait gravé il y a plus de 70 ans. Toujours pareil, donc ça c'est un autre casque américain. De la Blue and Grey d'ailleurs. Le symbole de la 29e division. Et gris. Et qui porte notamment il a reçu un éclat sur le côté. En regardant, j'ai retrouvé le nom d'un soldat. Il s'appelle Sergent Sichoki. Il était de la même compagnie que le soldat qui avait ce car. Et le sergent Sichoki a été blessé, a repris le combat. Et il se fera tuer plus tard en Allemagne, en novembre 1944. Donc il est enterré dans un cimetière hollandais. Donc, voilà. Alors ça, c'est un sous-casque qui a été retrouvé dans un amoncellement de douilles de chars, en fait, du 75 mm. D'ailleurs, là, il y a un insigne. Alors il y a un petit insigne sur le côté, qui est l'insigne de la 3e division blindée américaine, avec le nom du soldat, qui s'appelait Anthony Poricki. Et donc les recherches ont permis de déterminer que Anthony Poricki a été tué le 29 juin, qui correspond au jour de l'attaque, le premier jour de l'attaque de la 3e division blindée. C'est quand même très émouvant de trouver ça sur le terrain. L'émotion de trouver ça sur le terrain, c'est une chose. Et la démarche après de recherche, d'identification du soldat et les découvertes, là c'est autre chose. Là c'est carrément la cerise sur le gâteau. En plus, on a retrouvé la photo du soldat, Anthony Poricki. Donc voilà, la boucle est bouclée. Le 18 juillet, la 29e division d'infanterie va rentrer dans Saint-Lô. Et vous avez aussi reconstitué le trajet qu'elle a suivi, retrouvé des films et des photos de ça. Ouais, je suis aussi passionné par les photos, forcément. Tout document en fait, qui traite de cette bataille. Donc les photos et la recherche de photos, identifier les lieux et pouvoir replacer la photo dans le contexte historique et si possible retrouver l'endroit exact de ces photos. Ouais. Et là, vous êtes capable de me faire re-rentrer dans Saint-Lô comme l'a fait la 29e division le 18 juillet 1944. Exactement, on peut le faire. Eh bien, on va le faire alors. C'est pas qu'on bien, peut le faire, c'est qu'on va le faire. On va le faire. Avec un passionné comme vous en plus. Très bien. C'est parti. Let's go à Saint-Lô. Après 6 jours de progression difficile, le 18 juillet 1944, une force d'intervention dirigée par le brigadier général Cotta est réunie. Elle a pour mission de pénétrer dans la ville par la route nord-est. Un bataillon d'infanterie d'environ 1000 hommes précède cette force d'intervention. Il est commandé par le major Jones. Ces hommes et lui seront les premiers à entrer dans Saint-Lô. Mais l'opération ne sera pas de tout repos, car les Allemands ont camouflé des batteries d'artillerie dans les faubourgs au sud de la ville. Leurs canons pilonnent les axes routiers, les carrefours et les rues. Une pièce fait des ravages, le terrible canon de 88, dont la puissance de feu est si redoutable qu'il est devenu la terreur des soldats alliés, notamment les tankistes. « 70 ans après cette opération, le goudron a remplacé la terre, mais le tracé suit les mêmes courbes sinueuses. Les opérateurs de l'armée américaine étaient-ils conscients du caractère historique de l'événement qu'ils couvraient? C'est possible, car ils ont tout filmé de cette avancée fébrile. Sur les bobines, les 2 derniers kilomètres de route sont là. Au loin, les canons ennemis tonnent. Dans l'air, les éclats d'acier sifflent. Dans notre Jeep, Yannick et moi-même remontons le temps. Murs, arbres, maisons, le paysage est le même. Nous roulons plus vite sans doute, plus en sécurité assurément. Il me semble qu'un char va apparaître, que l'ombre casquée d'un soldat américain va surgir du fossé. Les GI sont attendus 1 mois et demi avant de voir se profiler le panneau d'entrée de la ville. Saint-Lô, qui aurait dû être prise juste après le débarquement et que les Allemands ne vont pas livrer sans d'ultimes combats. On arrive au carrefour de la bascule, là, On arrive au carrefour de la bascule, effectivement, avec le cimetière sur la gauche.
Donc voilà le carrefour de la bascule. Ouais, tout au fond, à 100 mètres, ici, le carrefour de la bascule. La Task Force Kota fait son entrée par cette route. Les chars ensuite vont s'éparpiller un petit peu dans la ville pour défaire les Allemands qui y sont encore. Et le Major Jones va installer son poste de commandement au carrefour même de la bascule. Exactement là. Exactement là, oui. Les Allemands n'ont pas encore compris, pris conscience que les Américains sont dans la Ils sont ville. là, d'accord. Sauf que le Major Jones, il voit que plus loin, un canon de 88 est en train d'arroser les lignes américaines. Donc ils vont demander à détruire ce canon. Ils vont le manquer. Sauf les servants du canon. Eux, ils savent que les Américains quelqu'un sont leur là. tire dessus, ils se demandent d'où, ils voient que ça vient du carrefour. Et donc ils vont commencer à arroser le carrefour de la bascule. Ça veut dire les obus commencent à pleuvoir ici. À partir de ce moment-là, ça va devenir un des endroits les plus chauds de Saint-Lô. Parce que ouais. les Allemands ont une vision sur ce carrefour et donc vont commencer à le matraquer, à détruire les bâtiments. Donc la Task Force Kota qui arrive la fin d'après-midi du 18 juillet, le 19, le poste de commandement du Major Jones est devenu intenable. Ouais. Et donc le Major Jones va demander à ses hommes, trouvez-moi un autre endroit où je puisse installer mon PC. Et où est-ce qu'il va être ce poste de Eh ben, commandement? pas très loin en fait, parce qu'il va se retrouver ici dans le cimetière de Saint-Lô. Dans le cimetière. Et ils vont s'installer dans ce fameux mausolée Blanchet. Fameux puisque Vous voulez dire qu'ils se sont installés dans un Ouais, caveau? Exactement, le caveau de la famille Blanchet. Ah, celui qui est là, exactement. Celui qui est juste à l'entrée du cimetière. D'accord. Et le Major Jones nous a laissé un témoignage très intéressant parce qu'il nous décrit l'arrivée, la découverte du caveau Blanchet et la description de ce caveau tel qu'il le voit quand il arrive. 30 minutes plus tard, Menzer arriva pour le conduire à sa nouvelle maison de Saint-Lô. C'était un imposant mausolée dans le cimetière. Sur la façade étaient gravés 2 mots que Jones n'oubliera jamais. Famille Blanchet. Sous la chapelle se trouvait une crypte que l'on pouvait atteindre par des marches très étroites, auxquelles on accédait sur un côté. Le caveau était presque entièrement occupé par un énorme sarcophage en pierre. Celui-ci était taillé de telle façon qu'il comportait une inclinaison se dirigeant vers l'entrée, mais la partie arrière présentait une surface plate, un peu incommode en raison de sa hauteur, mais pouvant servir à la lecture des cartes. C'était mieux que rien du tout. Les Allemands avaient déjà utilisé la crypte. Des bouteilles de vin vides jonchaient le sol et un morceau de pain dur et sec avait été laissé sur la table en pierre. Jones ordonna de nettoyer l'endroit. La crypte était vraiment très petite, mais elle ferait quand même l'affaire. La chute de Saint-Lô le 18 juillet 1944 marque la fin de la bataille des Haies, mais les GIs n'en ont pas encore fini. Ils retrouveront bientôt les paysages de bocage devant Brest. Si les communiqués officiels parlent de victoire en Normandie, les objectifs sont bien loin d'être atteints. Cette victoire a surtout coûté très cher. 4500 soldats américains des 29e et 35e divisions d'infanterie ont été tués ou blessés pour libérer Saint-Lô. 400 des 12 000 habitants ont également trouvé la mort. La ville a été entièrement rasée, elle devient la capitale des ruines. Depuis le début du mois de juillet, 40 000 GIs sont tombés dans le bocage normand. Excédé par cette guerre d'usure, l'état-major décide de changer de stratégie. Il lance l'opération Cobra. Le bombardement massif d'un corridor de quelques kilomètres de large dans lequel vont s'engouffrer les forces américaines. À partir de 9h40 le 25 juillet, 2500 B-17 et B-24 larguent 4000 tonnes de bombes sur 12 km² de bocage au sud de la grande route joignant Saint-Lô à Perrier. Une division entière de blindés allemands est pulvérisée. Des chars de 45 tonnes sont détruits par le souffle des déflagrations. Les troupes américaines s'élancent dans la trouée, direction Coutances et la Bretagne. Mais la libération de la France et de l'Europe n'est pas pour tout de suite. Bien d'autres batailles vont encore avoir lieu.